Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'ère de la responsabilité, c'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa ce dimanche 10 mai. Son parti, l'ANC, vainqueur des élections locales du 8 mai, compte tirer des leçons des 57,5% recueillis lors des suffrages, chiffre qui atteste du net recul en popularité du parti au pouvoir. En République démocratique du Congo, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté à la majorité absolue le rapport sur la mise en accusation du ministre provincial sortant des Finances, Guy Matondo. Il aurait contracté auprès des banques au nom de la ville de Kinshasa des dettes évaluées à environ 20 millions de dollars américains. Et puis au Soudan, une enquête a été ouverte par les autorités concernant un possible trafic d'or mettant en cause une société minière marocaine, trafic illicite qui favorise la fuite des capitaux dans l'économie soudanaise a désespérément besoin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa assure que son parti, le Congrès national africain, va tirer les leçons de sa victoire en demi-teinte aux législatives du 8 mai. Les principales problématiques du pays, la création d'emplois et la corruption seront au cœur de la politique de gouvernance. L'ANC entame une campagne pour redorer son blason. Le parti a obtenu 57,5% des suffrages, un résultat en baisse de près de 5 points par rapport aux 62% obtenus en 2014. Solène Duplessis. Après la victoire en demi-teinte de l'ANC aux législatives du 8 mai, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré dimanche que son parti allait tirer les leçons du scrutin. L'ANC a en effet remporté les élections avec 57,5% des voix, mais sans grand enthousiasme de la population. C'est en effet son plus mauvais score en 25 ans de pouvoir. Le président promet cette fois de répondre aux attentes des citoyens en créant des emplois et éradiquant la corruption. Nous avons tiré les leçons. Nous avons entendu le peuple. Nous avons bien compris ce qu'ils attendent de nous. Ils ont dit « nous voulons des emplois ». Alors nous allons travailler dur pour créer les emplois pour notre peuple. Ils ont dit « nous devons mettre un terme à la corruption ». Nous allons mettre un terme à la corruption. Autrefois mouvement de libération historique, l'ANC a ensuite été marqué par une décennie de mauvaise gouvernance, un taux de chômage élevé et la persistance des inégalités sociales et raciales. En effet, 46% des familles noires vivent sous le seuil de pauvreté, contre 0,8% pour les familles blanches. La principale mission du président sera désormais de regagner la confiance de la population. Déjà, ça fait trop longtemps que l'ANC gouverne le pays. Donc déjà, la durée provoque l'usure. Le parti a subi beaucoup de traumatismes ces dernières années, depuis les épisodes multiples de Jacob Zuma liés à la corruption. Si les actes de corruption du système n'arrivent pas à être combattus de façon énergique par des actes concrets, il est évident que les citoyens ne vont pas véritablement accorder leur confiance avec facilité. Le président Cyril Ramaphosa devrait être réélu par les députés le 25 mai prochain. L'un de ses principaux objectifs, relancer l'économie du pays. Avec un taux de croissance de 0,8% enregistré en 2018, le président assure que l'Afrique du Sud est sur la voie de la croissance et du renouveau. En République démocratique du Congo, le ministre provincial sortant des Finances, Guy Matondo, soupçonné de détournement de deniers publics. 64 millions de dollars contractés par les autorités de la mandature passée pour la gestion de la capitale Kinshasa, dont il est en charge, se seraient volatilisés. La nouvelle assemblée veut tirer au clair toutes les anomalies concernant la gestion de ces fonds. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Ange Noménio. Éclairer la lanterne de l'opinion sur la gestion de la ville de Kinshasa durant les 2 dernières mandatures, c'est la démarche que mène l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise. Une ville surendettée dont les fonds estimés à plus de 60 millions de dollars contractés pendant la législature passée se sont volatilisés. Interpellé par l'Assemblée provinciale le 6 mai, le ministre des Finances de la ville, Guy Matondo, n'a pas convaincu les élus. Il est donc suspendu et un dossier judiciaire est en voie d'être ouvert à son encontre. Il est anormal que nous soyons dans une ville où seule la politique constitue les moyens d'enrichissement. C'est vrai que les autorités auront toujours suffisamment de moyens, mais nous ne permettrons à personne, tant que nous sommes là, de s'enrichir sur les dos de la ville de Kinshasa. C'est la deuxième personnalité parmi les autorités sortantes de la province dont le collimateur de la justice. Accusé de détournement des véhicules de l'Assemblée provinciale, Roger Nsigui, l'ex-président de cette institution, se retrouve sous les verrous depuis le mois de mars. Je suis de ceux qui pensent que pour changer la République démocratique du Congo, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1. La discipline des dirigeants.
2, le dur labeur de la population et 3, la bonne intelligence avec la communauté internationale. Il faut noter que la population et les observateurs n'ont cessé d'exprimer des inquiétudes sur la gestion de la ville durant les 10 dernières années. La corruption, l'impunité d'une part et le manque de contrôle sérieux par l'Assemblée provinciale sur l'exécutif d'autre part ont favorisé la mauvaise gestion de la capitale. L'école malienne connaît une série de grèves qui menacent l'année scolaire 2018-2019. Nommé le 22 avril 2019, le Premier ministre Boubou Cissé s'est fixé pour objectif de sauver l'année scolaire. Une rencontre de haut niveau a été initiée par le gouvernement en vue de concilier les grévistes et l'État. Les syndicalistes n'ont cependant pas répondu à l'appel du Premier ministre. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'école malienne connaît des soubresauts depuis le début de l'année scolaire 2018-2019. Conscient des risques qui planent sur le monde de l'éducation, le gouvernement en a fait sa priorité une semaine après sa nomination. Une rencontre devrait réunir les grévistes, le gouvernement, la société civile, les leaders coutumiers et les médiateurs de la République, avec pour objectif de réconcilier les acteurs. L'école est une question extrêmement importante pour déjà le président de la République. Il me l'a rappelé en tant que nouveau Premier ministre. Et je suis sûr qu'avec l'accompagnement de chacun, nous trouverons des voies et moyens pour d'une part éviter l'année blanche et d'autre part faire en sorte que la question liée à la qualité de l'apprentissage dans notre système éducatif puisse revenir dans les années à venir. Le médiateur de la République a été chargé de mener une mission de bons offices afin de sauver l'école d'une année blanche. Même si les syndicats n'ont pas daigné prendre part à la rencontre, le gouvernement s'est dit confiant. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des avancées significatives à ce niveau. Chacun doit comprendre aujourd'hui que l'État, le gouvernement malien, l'État dans son ensemble fait face à beaucoup de priorités d'urgence liées à l'état même dans lequel le pays se trouve. La synergie des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 réclame la satisfaction de 10 points de revendication. Sur les 10 points, 7 ont été satisfaits par le gouvernement. L'affaire fait couler beaucoup d'encre au Soudan. Un hélicoptère appartenant à une société minière marocaine a été intercepté à son atterrissage à Khartoum. Un avion en provenance de l'État du Nil et transportant plus de 200 kilos d'or. Une enquête a été ouverte car depuis 2017, l'exportation de l'or est réglementée pour le secteur privé en vue de contribuer à l'augmentation des recettes en devises générées par la production aurifère. Gladys Mamba. Les forces de soutien rapide soudanaises ont saisi le 9 mai 241 kilos d'or dans un hélicoptère atterrissant à Khartoum, capitale soudanaise. Une cargaison en provenance de l'État du Nil est transportée par une société minière marocaine. Une enquête sur un possible trafic illicite a été ouverte. Lors d'une opération dans l'État du Nil contre la contrebande, nous avons saisi une grande quantité d'or, environ 241 kilos. L'entreprise qui l'a produite est une société d'investissement marocaine. La situation reste confuse autour de l'exportation de ces kilos d'or. La société impliquée dans cette affaire n'aurait déclaré qu'un tiers de la cargaison transportée, laissant ainsi planer le doute sur un éventuel trafic illicite. Car bien souvent, les producteurs d'or exerçant dans le secteur privé tenteraient de se soustraire à la réglementation soudanaise, en vigueur depuis 2017, obligeant les exploitants aurifères à vendre de l'or à la banque centrale, en monnaie locale, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché noir. 93 kg de cette quantité d'or saisie devait arriver hier afin d'être exportée à l'étranger. Alors à quelle fin ces 148 kilos d'or non déclarés devaient-ils être exploités? Le secteur aurifère génère plus de 80% des revenus en monnaie étrangère au Soudan et représente plus de 37% des exportations. Selon les chiffres délivrés par les autorités, environ 70% de la production d'or serait exportée illégalement dans ce pays qui produit environ 100 tonnes d'or par an. Le Maroc en 3e position sur le continent en termes de projets hôteliers selon une étude du groupe nigérian W Hospitality. Avec 36 projets hôteliers en cours pour plus de 6000 chambres, le royaume chérifien devance l'Éthiopie et le Kenya. Des chiffres qui attestent du dynamisme du secteur touristique, un secteur important dans l'économie du royaume chérifien. Gladys Mamba. Le Maroc est au centre du développement hôtelier et touristique en Afrique. Classé au 3e rang en matière de développement hôtelier en 2019,
Dans le classement établi par le groupe nigérian W Hospitality, le royaume chérifien emboîte le pas du Nigeria, deuxième, et de l'Égypte, leader dans le domaine. Les grands groupes hôteliers du monde entier misent de plus en plus sur cette destination prisée d'Afrique du Nord. Ce nouveau ranking est dû en partie à la position géographique. Donc le Maroc a la chance d'être dans cette position. Il l'exploite très correctement et surtout le Maroc a quelque chose de plus que d'autres pays voisins tels que l'Algérie ou la Tunisie, c'est qu'au Maroc, la tradition d'accueil des touristes ou des visiteurs en général est très ancrée. Plus de 12 millions de touristes ont visité le Maroc en 2018, soit 1 million de plus qu'en 2017. Le Maroc compte 33 unités hôtelières en construction pour plus de 5000 chambres, des chiffres satisfaisants, mais encore bien loin de ceux enregistrés par l'Égypte et le Nigeria, qui comptent respectivement plus de 13 000 et plus de 9 000 chambres. Pour rattraper son retard, le Maroc pourrait miser sur l'écotourisme, domaine développé depuis quelques années. Le Maroc, aujourd'hui, est en position de pouvoir développer cette capacité-là. Parce que l'écotourisme veut dire quoi? Veut dire profiter de l'environnement géostratégique, agricole, traditionnel dans lequel on est immergé pour pouvoir offrir à la visiteuse et aux visiteurs quelque chose de nouveau, de sain, de bien. En lançant le plan Azur pour le tourisme en 2001, le Maroc s'était fixé comme objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs en 2010. Dans sa vision 2020, le pays ambitionne d'atteindre le double. Le tourisme national couvre plus de 5% du PIB et génère environ un demi-million d'emplois. De nouveaux projets à implanter au Maroc devraient être discutés lors du forum de l'investissement hôtelier africain prévu en septembre 2019 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.